Bonjour à tous, nous sommes le 26 mars 2020, il est 13h50. Je viens de rentrer au dépôt, j'ai garé le bus, donc j'ai fini. Je vais pouvoir en profiter pour vous faire la journée du machiniste. Alors on m'a demandé si je pouvais filmer la journée type d'un machiniste receveur à la RATP. Donc ça c'est pas possible. D'abord parce que il faudrait quelqu'un avec moi qui filme pendant que je fais ce que j'ai à faire, comme un reportage, quoi. Et deuxièmement, je veux pas filmer mes collègues, parce qu'il faudrait que je leur demande à tous l'autorisation. Et il y en a certainement qui ne seraient pas d'accord. Donc, et puis je veux pas non plus filmer à l'intérieur du dépôt, parce que je pense que c'est totalement interdit. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer ça comme ça. Alors j'ai pris des notes, parce que je veux pas, je voudrais pas oublier quelque chose. Je me suis fait un petit pense-bête, c'est pas celui-là. Je me suis fait un petit pense-bête sur ordinateur hier. Voilà. Donc la journée d'un machiniste. Donc quand on arrive au dépôt, la première chose qu'on fait, forcément, c'est dire bonjour à tout le monde. C'est la moindre des choses. Et puis comme on est tous, on s'entend tous bien, je vois pas pourquoi on se dirait pas bonjour. Donc on dit bonjour à tout le monde. Donc en fonction de l'heure à laquelle vous commencez, il peut y avoir plus ou moins de monde dans la salle du personnel. Si vous commencez à 4 heures, il n'y a pas grand monde. Donc vous allez croiser 3 ou 4 collègues qui sont comme vous, qui commencent à 4 heures, 4h15. Et si vous commencez entre 5h30 et 7h, alors là, la salle est presque pleine, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc déjà, saluer tout le monde, ça prend un petit peu de temps. Ensuite, on va se présenter au contrôleur de sortie. Le contrôleur de sortie, c'est une personne qui est chargée de veiller à ce que tous les services du matin, et même de l'après-midi parfois, soient couverts. Et c'est lui qu'on appelle quand on peut pas venir bosser. Allô, je suis malade, je peux pas venir aujourd'hui. Bon, donc lui, son boulot, c'est de trouver un moyen de vous remplacer sans qu'il manque personne ailleurs. Donc ça c'est compliqué, mais le gars il est pointu et il connaît son taf et ça marche plutôt bien. Donc voilà, lui une fois que vous l'avez vu, il sait que vous êtes là, c'est bon, son esprit est libéré jusqu'au suivant. Ensuite, le machiniste c'est quelqu'un qui boit beaucoup de café. Et donc on va à la machine à café et puis on se boit un café ou deux. On discute un peu avec les copains, les collègues. Euh, les sujets de discussion qui reviennent le plus souvent, je pense que c'est partout pareil, c'est le sport, majoritairement le football, quand il y en a. Ensuite, le boulot, on parle boulot bien sûr, hein. On parle beaucoup aussi des voyageurs indélicats. On se raconte des anecdotes du genre, hier il y en a un, il m'a fait ceci, l'autre il me dit ah ouais, moi l'autre jour j'en ai deux, blablabla. Bon, vous voyez, les voyageurs c'est un grand sujet de discussion chez nous. Et puis le sujet qui revient sur la table le plus souvent, il se passe pas une journée sans qu'on entende parler de ça, c'est la retraite. La retraite parce que on est tellement nombreux, à Créteil on est 700 à peu près, 700 machinistes, hein, sans compter tous les autres personnels. Et ça peut aller la tranche d'âge, elle va de 21, 22, 23 ans jusqu'à 60. Il y a même un gars qui a 61 ans, je crois. Donc il y en a qui viennent de débuter, il y en a qui sont en milieu de carrière, et puis il y a ceux qui sont en fin de carrière ou qui y arrivent et qui en ont vraiment ras-le-bol. Et on parle beaucoup de retraite. Voilà, tous les jours vous entendez quelqu'un, des collègues qui parlent entre eux, ils parlent de tu t'en vas dans combien de temps, est-ce que tu sais ce que tu vas toucher, voilà, ça c'est le sujet primordial. On entend ça tout le temps. Et ne croyez pas, comme on vous a dit à la télé, que lorsqu'on part en retraite à la RATP, on touche 3700 € par mois. C'est pas vrai du tout. Je suppose qu'il y en a beaucoup qui l'avaient bien compris.
3700 € de retraite par mois, sachant que la retraite en général c'est 50%, un peu plus de 50% du salaire. Ça voudrait dire que pendant toute notre carrière, on aurait gagné le double, voire un peu plus. Donc 3700 multiplié par 2, ça fait 7004. Si on était payé 7400 € par mois, je crois qu'il y aurait du monde qui frapperait à la porte pour venir travailler chez nous. Donc c'est pas du tout ça. 3700 €, c'est un rêve. Je sais pas d'où ils ont sorti ces chiffres-là, en tout cas on en est très très loin. Ensuite, donc vous avez dit bonjour, vous avez vu le contrôleur de sortie, vous allez passer votre carte de service, on a une carte de service, hein, bien sûr, une carte à puce, vous allez la passer sur un lecteur qui est relié à un ordinateur, qui va vous sortir une feuille de route pour la journée. Sur cette feuille de route, il y a plein d'informations. Je vous la détaillerai la prochaine fois, parce qu'en ce moment, avec le Covid-19, le coronavirus, on a des services qui ont été créés spécialement pour ça, et les feuilles de route sont vraiment... Il y a le strict minimum dessus, donc je vais attendre que tout revienne dans l'ordre pour vous les détailler. Donc vous prenez votre feuille de route, vous avez la coquille du bus. La coquille, c'est son numéro de parc, c'est le numéro à 4 chiffres que vous voyez à l'avant du bus, à l'intérieur, sur les côtés. On l'a pas encore sur le toit ici parce que ça sert à rien. Dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, au Canada, enfin dans tous ces pays-là, le numéro à 4 chiffres est reporté sur le toit aussi parce que ça doit pouvoir se voir depuis l'hélicoptère là-haut. En cas de problème, vous savez que dans ces pays-là, il y a souvent des hélicoptères qui circulent. En France, au niveau hélicoptère, on est assez tranquille. Ça c'est une chose, donc le numéro de coquille. Quand vous arrivez sur le parking où sont garés tous les bus, donc on vous donne la place où est garé, c'est des places numérotées. Bon, c'est simple. Quand parfois il arrive que votre bus soit pas à la bonne place, vous voyez, c'est à ça que ça sert la coquille, le numéro de parc. C'est plus facile à repérer quand vous avez 4 gros chiffres écrits sur l'avant du bus. Vous pouvez les voir de loin, tandis que se repérer aux plaques d'immatriculation, c'est pas très facile. Donc on prend son bus, donc on monte dedans, on le démarre pour faire chauffer le moteur et puis pour gonfler les bouteilles d'air qui servent au freinage, à la suspension, à l'ouverture des portes. On allume les phares, les feux de détresse. On fait une visite intérieure vite fait pour vérifier que tout est ok, que le bus est propre, qu'il y ait bien les 2 plans de ligne, il doit y en avoir 2 par bus, que l'extincteur soit présent, le triangle, le gilet jaune. Ensuite on descend, on fait le tour du bus pour vérifier l'état de... S'il n'y a pas des bosses, des rayures, on ne sait jamais des fois, hein, parce que si ça n'a pas été signalé, ça vous retombe sur le dos. Donc avant de sortir du dépôt, toujours, on vérifie l'état du bus extérieur. Et les pneus aussi, pour voir, on ne sait jamais, il peut y en avoir un crevé sans qu'on sache. Et puis une fois qu'on a fait ça, voilà, on remonte dans la voiture, on se met en route pour aller rejoindre notre premier point de départ, sans voyageurs. Vous avez vu ça, je vous ai fait des vidéos sans voyageurs. Donc ça c'est quand on sort du dépôt et qu'on doit se rendre, par exemple sur le 104, je sors, je vais à Sucy directement pour faire mon premier départ. Donc quand vous voyez dans la journée des bus qui passent devant vous et qui ne s'arrêtent pas, ils sont notés sans voyageurs, il y a deux raisons. C'est soit il sort du dépôt et il va à son point de départ, soit c'est un gars qui est déjà en service et qui a pris beaucoup de retard à cause de la circulation, il y a eu un accident, enfin bref, il a été énormément retardé. Et le régulateur, celui qui gère la ligne à distance, lui a demandé de se rendre sans voyageur le plus rapidement possible à un point bien précis, de façon à se remettre à l'heure, pour que les gens n'attendent pas trop, et pour que les horaires qui sont affichés sur les abribus soient respectés au minimum quand même. Bien que sur les horaires, vous avez pu remarquer qu'il est spécifié que les horaires peuvent être modifiés en fonction des difficultés de la circulation. Bon, dans l'ensemble, on essaye de... Tout est fait pour qu'on passe à la bonne heure. Malgré tout, il arrive parfois que ce ne soit pas possible. Donc voilà, on a fait tout ça. Donc ensuite, vous faites vos tours, hein, vos nombres de tours, en fonction de la ligne sur laquelle vous roulez. Vous allez avoir 3, 4, 5, 6, 7 tours.
Ça dépend de la distance, ça dépend de la distance, oui, la distance entre le départ et l'arrivée, ça dépend de la circulation, ça dépend de la situation géographique. Il y a des endroits où ça roule plutôt bien, il y a des endroits où ça roule mal. Enfin bon, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Donc le nombre de tours, c'est aléatoire, hein, c'est en fonction de la ligne. Ensuite, une fois que vous avez fait vos tours, vous arrivez au dernier tour. Donc deux solutions, soit vous finissez au dépôt, auquel cas à la fin de votre dernier tour vous faites descendre tous vos voyageurs, normal, au terminus, et puis la girouette au-dessus du pare-brise automatiquement elle change, le numéro de ligne s'éteint pour qu'on ne sache plus de quel bus il s'agit, et ça affiche dessus 100 voyageurs, et donc là vous rentrez 100 voyageurs jusqu'au dépôt. Une fois arrivé au dépôt, vous rentrez dans le dépôt, il y a un système infrarouge qui communique avec le bus, hein, et qui vous attribue une place de stationnement. Donc une fois que vous avez votre place de stationnement, vous passez au lavage s'il y a besoin, la machine à laver est toujours allumée, vous passez au lavage, vous allez garer votre bus, et on branche le pistolet de recharge gaz. Même si on n'a pas roulé beaucoup, c'est pas grave. Il faut toujours que les réservoirs soient pleins. Donc on branche le pistolet de recharge gaz et puis on peut s'en aller. La charge gaz se fait toute seule. L'arrêt est automatique, il n'y a aucun danger. Il ne faut pas fumer bien sûr, hein, ça c'est sûr. Et voilà, donc on a fini et on peut rentrer à la maison. Et si vous finissez en station, ce qui est la plupart du temps, c'est on va dire 80% des services, 90% des services finissent en station quand on commence le matin. Sur le 104 par exemple, les relèves sont à l'église de Créteil. Donc à votre dernier départ, c'est pas le dernier tour, c'est le dernier départ. On part par exemple de l'école vétérinaire. Et arrivé à l'église de Créteil, vous pouvez descendre du bus, en serrant le frein de parc, hein, surtout bien entendu. Vous descendez de votre bus et puis il y a un collègue qui est là et qui attendait pour commencer. Et lui il prend le relais, et il prend votre bus et puis il continue la course. Voilà. Et puis vous, le problème c'est que quand on finit en station comme ça, on a laissé notre voiture personnelle au dépôt, forcément sur le parking en arrivant, donc il faut retourner au dépôt pour récupérer son véhicule personnel. Et donc de l'église de Créteil, on prend le TVM et puis on va jusqu'à Pompadour. Et à Pompadour, on marche 5-6 minutes pour retourner au dépôt. Voilà. Alors il y a des lignes où c'est plus emmerdant. Le 208 par exemple. Le 208, les fins de service en station, c'est à la gare de Champigny. Donc là, il faut prendre le RER jusqu'à Sucy, et puis à Sucy le 393 pour revenir jusqu'au dépôt. C'est un peu plus long. Enfin voilà, donc ça c'est une chose. Quand on est d'après-midi, souvent on commence en station. Si votre service commence avant 14h, si je me souviens bien, c'est avant 14h. Si vous commencez avant 14h, vous commencez normalement en station. Donc soit c'est en cours de ligne, soit c'est au terminus. Si vous commencez en cours de ligne, comme je vous donne encore l'exemple du 104 à l'église de Créteil, donc vous avez, si vous commencez, on va dire 13h par exemple, vous êtes là 5 minutes avant, ça veut dire que votre bus va arriver, si tout était normal dans la journée, s'il n'y a pas eu de bouchon, votre bus devrait arriver à 13h05. Le service commence toujours 5 minutes avant que votre bus arrive. C'est une sécurité pour être sûr que vous soyez là. Donc ça c'est en cours de route en station, et si vous commencez au terminus, vous arrivez 8 minutes avant de commencer. Ce qui vous donne le temps de vous préparer, d'aller vous installer dans la voiture, d'en faire le tour aussi, encore une fois. On ne sait jamais si le collègue a eu un accident le matin ou quoi, enfin de vérifier si tout est ok. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc je voulais vous expliquer aussi que les services sont calculés à la minute près. Vraiment, on est calculé à la minute près, c'est un truc de dingue. Et ça doit être une sacrée usine à gaz, le logiciel qui fait ça, parce que vu le nombre de personnes, ça doit être un truc phénoménal.
Donc on est à la minute près. Par exemple aujourd'hui, vous voyez, j'avais un service. Alors là, je peux dire qu'aujourd'hui j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un service pratiquement au horaire de bureau. J'ai commencé à 8h26, vous voyez, 26. Et j'ai fini à 13h51. Voilà, 13h51. C'est pas 13h30, 14h, c'est 13h. C'est pas 8h30, 14h, c'est 8h26, 13h51. Tous les services sont comme ça. Et c'est logique, parce qu'on est tellement nombreux. Je crois qu'on est au niveau conducteur. À la RATP, on est, je crois, environ 15 000 machinistes, donc 15 000 chauffeurs de bus. Et les conducteurs de RER et de métro, ensemble, je crois qu'ils sont à environ 3 000. Donc ce qui fait 18 000 personnes. Donc il vaut mieux calculer les services au plus juste à la minute près que d'être trop large et de dire bon bah tiens on va rajouter 10 minutes à tous, on ne sait jamais, comme ça vu la circulation ou les problèmes qui peuvent se poser dans la journée. Non, ça c'est impossible parce que rajouter 10 ou 15 minutes à tout le monde, multiplié par 18 000, vous vous rendez compte de la somme que ça représente à payer chaque mois. Donc, on est calculé à la minute près parce que sur les 18 000 qui roulent chaque année, tous les jours, enfin pas tous les jours parce qu'il y en a qui sont de repos, enfin bon, on est quand même nombreux à rouler chaque jour. Sur la quantité qui roule tous les jours, il vaut mieux payer, si vous en avez une centaine qui finissent en retard, un quart d'heure, 20 minutes en retard, il vaut mieux payer une centaine de fois 20 minutes d'heures supplémentaires que de rajouter 18 000 fois 10 minutes pour rien dans le vide. Hein, ça coûte moins cher de payer 100 fois 20 minutes d'heures supplémentaires. Voilà. Et puis ensuite, bah, vous avez la circulation. Dans Paris, la circulation dans Paris, c'est une catastrophe. Il faut avoir des yeux devant, derrière, sur les côtés. Il faut être attentif. Il ne faut jamais relâcher son attention parce que vous avez les vélos, les trottinettes, les scooters, les voitures, les taxis, les autres bus qui roulent dans tous les sens. Ça déboule de tous les côtés. C'est phénoménal. Les automobilistes ne nous font vraiment aucun cadeau. Donc on est obligé d'être super attentif. Et en banlieue, c'est un peu moins en banlieue, parce qu'effectivement on a moins de vélos, moins de trottinettes, mais malgré tout, il faut rester sur le qui-vive en permanence. Et quand j'entends dire les gens à la RATP, vous n'êtes pas fatigué, reste assis, t'es payé. Ouais, je veux bien, mais la fatigue nerveuse qui est engendrée par la conduite d'un véhicule, tous ceux qui roulent toute la journée ne me contrediront pas, et ne diront pas le contraire. C'est fatigant. C'est fatigant pourquoi? Parce que on doit toujours, comme je vous ai dit, on doit toujours être sur le qui-vive, toujours rester concentré. Celui qui a un métier physique, ou un sportif, la fatigue physique, on se rétablit plus facilement d'une fatigue physique que d'une fatigue nerveuse. Et la fatigue nerveuse due à la conduite, plus le fait de travailler en horaire décalé et en repos décalé, c'est usant, c'est tuant. Et c'est pour ça que pour la plupart de chauffeurs de bus à la RATP, lorsqu'on arrive au bout et qu'on a atteint l'âge de la retraite, ben, on ne veut pas aller plus loin, quoi. On ne veut pas en faire plus. On voudrait essayer de profiter un petit peu pendant qu'on le peut encore, pour sortir, pour se divertir, pour avoir des loisirs, parce que on sait très bien que l'âge de la retraite étant arrivé, notre âge aussi est avancé, donc voilà, on part à la RATP, je crois que la moyenne d'âge de départ en retraite c'est 57 ou 58 ans, donc vous avez des gars effectivement qui partent à 55 ans, hein, et d'autres qui partent à 60 ans. Moi, quand je partirai à la retraite, j'aurai 58 ans. Voilà. Et je crois que je ne vais pas continuer plus loin parce que j'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans. À l'époque, c'était autorisé.
Et puis, ça me fera donc 14 ans jusqu'à 58, ça me fera 44 ans de travail. Ça devrait suffire, je pense, hein. Donc je ferai pas un mois de plus, hein. Un mois peut-être, mais je ferai pas un an de plus, hein. Ça, c'est pas possible. Voilà, donc c'était la journée du machiniste, hein. Donc je vous récapitule un petit peu vite fait. Donc on arrive au dépôt, on dit bonjour, on va boire un café, on va voir le contrôleur de sortie, on tape un peu la discute, on sort sa feuille de route à l'ordinateur, on prépare son bus, on sort, on va faire son premier départ, on fait tous ses tours, et quand on a fini, on rentre au dépôt, on lave le bus, on gare le bus, on branche le pistolet pour faire la charge, le plein de gaz, et on rentre à la maison, voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Si le freinage, alors bon, les automobilistes, je vous disais tout à l'heure qu'ils nous font aucun cadeau, hein. Ça c'est un fait, accompli ici en Ile-de-France. Je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais ici les automobilistes, enfin voilà. Et vous avez l'automobiliste qui vous double à tout berzingue, il vous se remet devant vous, tout ça, pour tourner à droite 20 mètres plus loin. Donc lui, bah forcément, il vous fait freiner. Vous êtes obligé de freiner fort pour pas lui rentrer dedans. Vous l'engueulez, le mec, il vous fait un doigt. Et puis vous êtes obligé justement de freiner fort, fort, tout en faisant attention de ne pas faire tomber les gens qui sont debout dans votre bus, parce que nous, on transporte. Tous les chauffeurs de bus, de car, savent pertinemment qu'on transporte des gens, on ne transporte pas du bétail, donc on est obligé de faire attention, parce que si on fait tomber du monde, il pourrait se blesser, ça pourrait être grave. Donc voilà, les automobilistes, toujours pas cool, hein, tout le temps, hein. Heureusement, il y en a quand même qui sont sympas, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc le freinage, voilà, il faut qu'on fasse vraiment attention à ça, parce que les gens dans le bus sont fragiles, et un être humain c'est fragile. Bon, alors il y a aussi les feux rouges. Alors il arrive parfois qu'on soit surpris par un feu qui passe au rouge. Alors là, c'est votre ordinateur à vous là qui est là-dedans. Une fraction de seconde, il doit décider ce que vous faites. Donc c'est soit je pile au risque de faire tomber des gens, soit je freine plus en douceur pour pas les faire tomber, mais je me retrouve bloqué au milieu du carrefour et j'emmerde tout le monde parce que je provoque un embouteillage. Et en dernier recours, ben, si vraiment il n'y a pas d'autre solution, tant pis, on grille le feu parce que on veut pas avoir de blessés dans le bus et on veut pas non plus provoquer être la cause d'un embouteillage. Alors c'est quand même assez rare, hein, quand on roule tous les jours, tout le temps sur la même ligne, on finit par bien connaître le cycle des feux. Donc se faire surprendre par un feu, ça arrive rarement. Ça m'est arrivé une fois ou deux parce que je faisais un truc qu'il faut pas faire. Je roulais et je vendais un ticket. Donc j'ai relâché mon attention pour rendre la monnaie, donner le ticket à la personne et je me suis retourné pour tu vois, merci, bonne journée. Et quand j'ai regardé à nouveau la route, j'ai vu que le feu était rouge. Je dis, oh là, et là, bon, alors les gens ils râlent un peu derrière. Parce qu'ils n'ont pas vu ce qui s'est passé, ils ne se rendent pas compte, donc c'est toujours de votre faute. Voilà. Sachez que quoi qu'il arrive sur la route, automobilistes ou les voyageurs, pour la plupart, quand il se passe quelque chose, c'est de votre faute à vous, hein. Vous êtes à la RATP. L'automobiliste, il peut faire la plus grosse connerie qui puisse exister. S'il y a embrouille, quoi qu'il en soit, ce sera toujours de la faute du chauffeur du bus. Voilà, le chauffeur du bus c'est un gros con, tout le monde le dit, et c'est toujours de la faute du chauffeur du bus. Voilà. Donc ça, il faut vous préparer à ça parce que c'est pas toujours facile à accepter. Vous savez que quand il se passe quelque chose comme ça, et que vous êtes vraiment sûr que vous y êtes pour rien, et que c'est la faute du mec avec sa voiture, et qu'il est de mauvaise foi, tout le temps, ils sont tout le temps de mauvaise foi, c'est un truc de dingue, ils sont tout le temps de mauvaise foi avec nous. C'est toujours de notre faute. Donc ça, il faut vous y préparer parce que c'est stressant et ça fout les nerfs. Comme disait Coluche, ça fout les abeilles. Vous voyez? C'est relou. Bon les gars, je m'ennuie pas, mais je vais rentrer à la maison.
Donc je vous dis à bientôt et j'attends vos commentaires. Bonne journée les gars.